tous et merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial, je le dis, parce que dans 3 jours, on va célébrer les événements de Basse-Terre en 1967, puisque vous savez que les événements de 67 commencent à Basse-Terre avec ce qu'on appelait l'affaire Swansky. Nous aurons l'occasion d'y revenir le 22 pour en parler directement, peut-être avec un des derniers témoins. Sinon, dans un instant, on va recevoir M. Émile Garçon, il est le président de l'association Cadina. Bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être avec nous, puisqu'il va organiser une manifestation ce vendredi. Et je pense que c'était important qu'il se vienne aujourd'hui nous expliquer. Joël Damas sera avec Christelle Pinault et Gladys Guillot, comme d'habitude, un parcours d'écriture, en vie d'écriture. Un parcours de vie de femme, de thérapie, de spiritualité. Joël va nous expliquer ça. Et puis la dernière partie de l'émission sera consacrée à la grève qui se fait demain. Vous savez, dans le monde de l'éducation, il y aura une grève de l'ensemble des organisations syndicales. C'est la raison pour laquelle on va recevoir Monsieur Marius Noël, président de la FABEG, Eddy Séguier, secrétaire général de la FSU, Jocelyne Lewis, responsable de collège lycée à l'UNSA Éducation, et Jean Dernaud, bien évidemment, secrétaire général du SPEG, avec eux on va essayer de savoir ce qui se passe. Mais aussi, nous aurons au téléphone un petit peu avant la directrice d'une école qui s'appelle Génie en Herbe, Madame Lamy, Mylène Lamy. Elle va nous expliquer pourquoi son établissement a été fermé brutalement par la préfecture. C'était depuis hier. Elle-même, elle ne comprend pas, les parents d'élèves ne comprennent pas, les élèves non plus. Une 60aine d'élèves sont dans la rue, comme on peut dire, et ça aussi, c'est quelque chose qui ne se fait pas. On va en parler un peu plus tard. Sinon, l'actualité, formation, prévention à la sécurité routière pour les élèves de 5e, c'est important. On va faire un petit point sur ça. C'est à Bemao, ça s'est fait à Gourdeliane. C'est Nico Hachi qui était sur place. On va en parler dans un instant. Conférence sur les risques cycloniques. Nous sommes dans une période cyclonique. On a reçu l'autre jour, vous le savez, M. Bruno Benjamin qui nous a parlé un petit peu des risques cycloniques et des dispositions à prendre, parce que c'est très important de savoir qu'à Palais, qu'on est arrivé pour courir dans un supermarché, à acheter bougies, à acheter piles et compagnie, il faut avoir ce qu'on appelle un kit cyclonique. On va en parler tout à l'heure avec Christian Tenora-Bazac, qui est l'un des spécialistes de ce genre de choses. La balade poétique avec Antoine Nabajotte, qui a fait une exposition, on va en parler aussi, avec Vianney Valverde. Et la Saint-Oise, le bateau à l'honneur, l'exposition lycée des Saint-Nalaran qui s'en mêle. Vianney Valverde était sur place. Vous savez que la Saint-Oise, c'est un bateau particulier à notre culture, la culture des saintes. Nous faisons un petit point de ça. Voilà un peu ce qui fait l'actualité. Tout de suite, on va parler de cette question de sécurité routière aux élèves de 5e à Bemao. C'est un reportage de Nicolas Hachi. On regarde. Une action inédite, c'est pour toutes les classes de 5e du collège Gourdeliane et du collège Maurice Satineau à Bemao. C'est en partenariat avec la Maison de protection des familles, la MPF, et également la partie départementale, enfin la partie sécurité routière. Alors pour l'instant, ça se passe bien parce que les jeunes jouent le jeu. C'est-à-dire ils écoutent les consignes et essaient de les mettre en pratique. Mais ils se rendent compte d'une chose, que les mettre en pratique, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il faut savoir qu'on, dans cet exercice sur le simulateur de roues motorisé, on donne l'importance au temps de réaction. Vous savez qu'en 2 roues, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut 2 roues, 2 fois plus d'attention. Donc il faut avoir un temps de réaction le plus court possible, puisqu'on ne doit pas se laisser surprendre. On doit suivre la route. Donc on a 2 tests. Le premier test avec Louis, donc ils vont entendre un coup de sifflet et à ce moment, ils doivent freiner. Et ça nous permettra justement de pouvoir voir leur temps de réaction et voir les conséquences d'un temps de réaction long. Parce que nous avons des personnes qui nous font, par exemple, 0,80 secondes, mais ça représente 11 mètres dans distance de réaction. C'est-à-dire qu'entre le moment où on entend le coup de sifflet et qu'il appuie sur les freins, en roulant à 50 km/h, il parcourt quasiment 10 mètres à 12 mètres. Important quand on voit surtout le nombre de tués en Guadeloupe encore l'année dernière, 54 tués. Et la catégorie des jeunes est quand même fortement touchés. Donc je pense que c'est hyper important de les sensibiliser à ça pour essayer d'éviter qu'il y ait encore plus de tués sur les routes et surtout des jeunes. Il nous prévient de ce qui peut nous arriver si on fait des délits et qu'il ne faut pas consommer avant de prendre la route. Et que y a beaucoup de morts dans les routes
que c'est très dangereux et il faut faire vraiment attention parce que la vie c'est précieux. Hein. On a aussi appris à se comporter sur la route, à s'arrêter au stop, etc. Bon bilan pour le moment, en tout cas, puisque les enfants ont pas mal d'ateliers, ils ont 5. Les gestes qui sauvent, le code de la route, savoir avoir une attitude correcte sur la piste. Et donc, du coup, on va dire sur la route, aux abords du collège, savoir comment traverser, comment envisager la voiture qui arrive devant nous, etc., quand ils traversent. Donc, ça reste quand même quelque chose de très bien. C'était bien, ouais, c'était bien. Et c'est bien aussi de faire des sorties comme ça parce que ça nous fait voir autre chose. Et pour la sécurité routière, franchement, c'est intéressant, je trouve. On espère que pour eux, ils feront plus attention et qu'ils seront aussi vecteurs de la bonne parole, notamment auprès des parents. Voilà, donc c'est important. Pourquoi? Parce que vous savez le nombre d'accidents qu'il y a en ce moment sur les routes de la Guadeloupe. Donc c'est important que des jeunes, dès les classes jeunes, primaires ou secondaires, cinquième, commencent à comprendre ce qu'est la prévention et surtout la circulation routière. Parce que si nous laissons grandir comme ça, il y a les cons, les gens là, que nous de plus en plus morts si la route est ce qu'on ne le souhaite pas. Donc il faut continuer ce type de manifestation pour prévenir un petit peu ce qui peut arriver demain. Alors, je voulais dire, on reçoit Émile Garçon, il est président de l'association Kalina, et quand il vient ici, c'est qu'il y a une manifestation dans l'air. Je crois que c'est vendredi. Monsieur Garçon, bonjour et merci d'être avec nous. Quelle va être cette manifestation? Bonjour à tous, bonjour à toute la Guadeloupe, aux habitants de Trois-Rivières principalement. Alors effectivement, dans le cadre de ces activités annuelles, Kalina, poursuivant sa démarche de faire connaître, d'information surtout, organise une conférence débat sur la faune et la flore de la Guadeloupe. Conférence débat qui sera animée par Jean-Marie Flover, qui est docteur en écologie et qui est aussi vice-président de l'association Vivre. Oui. L'association Vivre qui défend le problème du chlordécone, tout le monde le sait. Donc voilà. Et donc nous avons tous entendu parler de la faune, de la flore, des arbres, des oiseaux, du raccoon, etc., des mammifères que nous avons chez nous. Mais dans le détail, on ne sait pas principalement ce que ça peut être pour nous, qu'est-ce que ça peut représenter pour la Guadeloupe. Donc c'est dans ce cadre-là que nous recevons M. Flover pour qu'il puisse nous expliquer à nous tous ce que ça représente pour nous et pourquoi il faut conserver ce que nous avons en termes de flore et de faune en Guadeloupe. Oui, c'est vrai que Marie, c'est un spécialiste de ce domaine. Mais ça veut dire que monsieur Garçon, quand vous avez pris cette décision, c'est aussi pour protéger ce qui existe. Parce que vous savez que dans notre faune et dans notre flore, il y a des choses qui commencent à disparaître. Tout à fait. Il y a des choses que moi, enfant, j'ai connues et que les enfants d'aujourd'hui ne vont jamais connaître parce que ça a eu le temps de disparaître. Malheureusement, on n'a pas su conserver donc, tout ce que nous avions. Par exemple, Écrevis, moi j'ai connu ça. Les Ouassous. Même Écrevis, c'est Ouassous. Oui, beaucoup de gens ont connu ça. Ouais. Les gens de ma génération, de leur enfance. Aujourd'hui, ça n'existe plus, sauf qu'il faut aller très très loin en montagne pour en trouver 2 ou 3. Ouais. Donc il y a plein d'animaux comme ça. Il y a plein d'arbres, d'arbustes, de plantes qui ont disparu, que nous ne connaissons plus jamais. Donc c'est pour effectivement... Question, justement. Il y a un fruit, enfin je ne vous dis pas le nom, un fruit qui ressemble un peu à un fruit à pain, mais ce n'est pas un fruit à pain. Il est assez gros. C'est un Jacques. Ah, on connaît clair. Voilà, c'est un Jacques donc, que les enfants maintenant ne connaissent pas. Puisque on en trouve de moins en moins. On en trouve de moins en moins d'une part, mais en plus de cela, les parents que nous sommes, ou les arrière-parents que nous sommes aujourd'hui, ne présentent pas ça aux petits-enfants que nous avons ou aux enfants que nous avons. Donc forcément, ils préfèrent aller... là où tout le monde est, donc acheter des pommes, des pois et des cerises. Donc voilà, mais notre ambition à nous, en tout cas même chez Kalina... Même l'abricot commence à... Même l'abricot pays. L'abricot pays. Donc notre devoir à nous, parce que nous avons ce devoir-là, nous tous Guadeloupéens, mais nous à Kalina, c'est ce que nous avons pris comme engagement, c'est faire en sorte que nous puissions expliquer
déjà dans un premier temps ce qui existe ou ce qui a existé chez nous et de faire en sorte qu'à travers les informations que nous allons donner à toutes les personnes qui viendront donc nous écouter dans cette conférence débat, que les gens puissent préserver ce qu'ils ont chez eux, parce que des fois, ils ne connaissent pas, donc ils coupent à tire-larigot, et donc après, ça disparaît. Donc, il y a énormément de plantes, de fleurs, de fruits, de légumes qui ont disparu chez nous. Par exemple, la mandarine pays, à cause des maladies, on n'en a plus. Mais le citron même a failli Le citron, donc on est en train de préserver autant qu'on peut le citron, mais ça avait tendance déjà à disparaître. L'orange de la Guadeloupe, complètement disparu. ça a complètement disparu. Oui. Donc il faut que nous puissions trouver des gens qui connaissent et qui puissent expliquer à nous autres donc, qu'est-ce que ça représente pour nous et pourquoi ce que nous avons, il faut tout faire pour préserver ce que nous avons, pas seulement en faune, mais en flore aussi, de manière à ce que ceux qui vont arriver après nous puissent donc avoir cette diversité de connaissances de ce qui existe ou qui existait chez nous. Alors, je vous pose la question, j'imagine la réponse, mais d'abord faire le bilan de ce qui existe et comment développer les choses. Est-ce que Kalina ira jusqu'à dire, parce que je sais qu'il y a un mouvement qui va organiser une journée de planter des arbres à pain un peu partout. Est-ce qu'à un moment donné, Kalina peut dire, bon, mais en nous planter tel butin, tel butin? C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est effectivement encourager à ce genre de démarche que nous avons pratiqué nous-mêmes depuis un certain temps. On existe depuis 2000, donc dans les années 2000, d'ailleurs avec Canal 10, avec Alain qui faisait des reportages sur le terrain, Alain Hannibal qui faisait des reportages sur le terrain, nous avons eu l'occasion de le faire venir à Trois-Rivières pour voir comment on s'occupait un petit peu de l'environnement qui était le nôtre. Et il était venu, je me rappelle un samedi, où on avait procédé donc, à la plantation de pas mal d'arbres et d'arbustes et de fleurs. Qui sont restés? Qui sont encore là pour la plupart, même si les gens ne le voient pas, mais c'est Kalina qui avait procédé donc, à cette plantation d'arbres et d'arbustes. Donc nous voulons encourager effectivement les gens à continuer cette démarche-là. Et bon, il y a une association effectivement qui envisage d'encourager la plantation de légumes comme le fruit à pain. Oui, c'est une nouvelle voie au Lamentin. Ils font voilà, exactement. Pain, oui. Et donc, nous ne pouvons qu'encourager cela parce que nous voulons faire en sorte que tout ce que nous avons soit préservé. Oui. Et pour que ceux qui viennent après nous puissent les trouver et pourquoi pas les améliorer, les diversifier s'il le faut, pour que ça ne se perde pas, parce que la Guadeloupe donc, a besoin de cela. Nous partons du principe que la Guadeloupe a besoin de tout cela. Nous avons des forêts qui sont aujourd'hui préservées parce que nous avons su faire passer l'information pourquoi il fallait ne pas couper les arbres, préserver ce que nous avions. Oui. Donc nous devons, Kalina compris, donc tous ceux qui le voudront, faire en sorte que la population préserve ce que nous avons en matière de faune et de flore. D'accord. Alors, l'autre question qui vient, c'est que l'association s'appelle Kalina, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Oui. Kalina, justement, dans nos statuts, il est bien notifié que nous sommes là pour la défense du patrimoine amérindien, à Trois-Rivières d'abord, mais dans toute la Guadeloupe, mais voire dans la Caraïbe, puisque nous avons, de toute manière, poussé la démarche un peu plus loin que la Guadeloupe. Et c'est comme ça que nous avons pu rencontrer les vrais Kalina. Ce sont des gens qui existent en Guyane. Ce sont des gens qui existent donc au Suriname. Personnellement, j'ai été les rencontrer. Nous avons rencontré aussi des Amérindiens donc, qui existent au Canada, des Amérindiens de la Dominique, des Amérindiens du Brésil. Donc nous faisons en sorte à Kalina que le nom que nous portons soit donc mis en valeur et ait un sens. Parce qu'on ne peut pas s'appeler Kalina comme ça et ne pas faire en sorte que donc, le patrimoine amérindien soit préservé, soit mis en valeur. Donc, au niveau de la commune aussi, nous essayons de travailler donc, autant que faire se peut donc, avec la commune sur ce sujet-là, sachant que la commune, donc, la ville de Trois-Rivières est une ville amérindienne par principe, et que il y a même un dossier qui est déposé à l'INPI de manière à préserver donc, la marque Kalina, la marque des Kalinago, la marque des Amérindiens, et faire en sorte que la ville porte bien son nom. Et parce que je vous dis ça parce qu'en fait, il y a quand même
les roches gravées à Trois-Rivières. Je sais qu'il y avait des travaux. Est-ce que ça avance un petit peu? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? On est au courant, mais c'est pas totalement de notre domaine. C'est pas Oui, du je tout sais, de c'est pas notre votre domaine. domaine, mais vous êtes en... On est au courant que, bon, effectivement, le parc est actuellement fermé pour un certain temps. Personne ne sait quand ça va réouvrir. Ah bon, personne ne sait. Personne ne sait pour le moment, à part C'est le les conseil maîtres d'œuvre. départemental qui gère ça. Le conseil départemental, effectivement, qui gère ça. Donc, pour des travaux de fouilles, notamment. Lorsqu'il y a des travaux de fouilles, donc, tant que ce n'est pas terminé, on ne peut pas réouvrir. Oui. Et bon, on trouve de plus en plus des vestiges amérindiens. Ça prouve bien que Trois-Rivières a bien sa place dans le patrimoine amérindien. Donc, à force de fouilles, donc on en trouve de plus en plus. Et c'est pour ça que le parc est actuellement fermé. Ceci étant dit, bon, on aurait aimé que nous allions un peu plus loin, que toutes les associations, parce qu'il n'y a pas que Kalina qui s'occupe du patrimoine amérindien, il y a une autre association qui se trouve à Capesterre-Bello qui s'appelle Kalina Guada. Oui, Kalina Guada, Vous êtes en relation avec eux? qui est présidée par une vraie amérindienne, une vraie descendante d'amérindienne. Et donc, on aurait aimé que toutes les associations qui s'occupent de ça, avec la ville de Trois-Rivières, puissent s'unir pour pouvoir porter encore plus loin et plus haut donc, le patrimoine amérindien. Maintenant, bon, c'est des choses à mettre en place au fur et à mesure, et nous verrons comment nous, Kalina, on pourra apporter notre contribution donc, à ce développement-là, à cette préservation de ce patrimoine amérindien. Alors, en résumé, vendredi, 18h 18h30. Oui. Donc avec Jean-Marie Flover, qui est un spécialiste en écologie et qui connaît parfaitement la faune et la flore, c'est pourquoi d'ailleurs nous l'avons choisi pour cela, qui pourra nous expliquer dans le détail, j'espère que les gens auront des questions à poser, qui pourra nous expliquer dans le détail donc, la faune et la flore de la Guadeloupe, ce que c'est, ce que ça représente, en termes aussi médicinal, parce que bon, nous avons énormément de plantes médicinales en Guadeloupe que nous ne savons pas encore, beaucoup d'entre nous en servir, donc nous soigner avec. Donc il serait bien effectivement que les gens posent des questions pour que nous puissions apprendre quelque chose et sortir de la salle avec toute une connaissance supplémentaire. Bien, ben monsieur Garçon, rendez-vous vendredi. Rendez-vous vendredi à 18h30 dans la salle polyvalente de l'OSBF derrière la mairie de Trois-Rivières. On aura l'occasion souvent de vous revoir parce que j'ai d'autres bitins que je crois prévoir déjà. Tout à fait. On a un programme annuel, donc on essaiera de faire. Hein, mais bon, c'est pas évident, c'est pas toujours évident, mais on essaiera effectivement de suivre le programme que nous avons mis en place, notamment au mois d'octobre où nous aurons une autre conférence débat sur un autre sujet. D'accord. Mais j'aurai l'occasion de venir en parler à Canal 10 parce que Canal 10 me donne toujours l'occasion d'expliquer ce que nous faisons. Absolument. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, il est 10h49. Merci, monsieur Garçon. On revient à l'actualité. On va parler de cette conférence sur les risques cycloniques avec Anténo Abaza, qui est un spécialiste et régulièrement, il intervient un peu partout pour dire aux Guadeloupéens, préparez les autres, à part les cyclones qui arrivent pour courir. Il faut avoir toujours son kit, savoir que le jour où il y a un cyclone très violent, comme ça s'est passé à Mayotte et à La Réunion récemment, ben, il faut avoir chez soi déjà un minimum. C'est-à-dire qu'il faut une bouteille de l'eau, 2-3 bouteilles de l'eau, il faut une 2-3 piles, il faut une petit bois manger qui pas besoin cuite pour Pékimbe. Et c'est de cette manière qu'on prépare ça. Et l'autre risque qui existe en Guadeloupe, c'est le tremblement de terre. Il y a eu 2 tremblements de terre récemment. Monsieur Abazac sera notre invité de ces jours pour parler de tout ça. Mais là, on revient au reportage de Michel Depape. C'est parti. Il faut savoir que notre territoire est classé 5 à l'échelle des risques, majeurs naturels bien sûr, et toute la population de la Guadeloupe est concernée par ces risques, par ces tremblements de terre qui arrivent à n'importe quel moment. Donc disons, ce n'est pas comme le cyclone, ça ne prévient pas. On est debout là et ça peut arriver comme ça. Voilà. En risque naturel majeur, il y en a 4 importants, mais le seul qui soit le plus sournois, le plus imprévisible et le plus dommageable en termes de résultats de catastrophes et tout ça, c'est le tremblement de terre. Parce qu'il ne prévient pas. Pendant qu'on parle, il peut survenir, il n'y a aucun signe avant-coureur, il ne prévient pas, et en même temps, on ne peut pas se lutter contre. Pendant qu'il se produit, il faut se mettre à l'abri et protéger sa vie après constater les dégâts. Alors que par exemple pour un cyclone, eh bien, on le voit venir une semaine à l'avance, on peut lutter pendant qu'il se produit parce que si jamais on a une fenêtre qui commence à s'arracher, une porte qui commence à bouger, on peut la consolider, mais le tremblement de terre ne vous permet pas de faire ça, ça ne dure que quelques dizaines de secondes. Le tremblement de terre est dangereux à partir du moment où on a mis quelque chose au-dessus de sa tête. Donc si on est à l'extérieur, en pleine nature, en pleine savane,
il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'arbre au-dessus de sa tête, eh ben, on n'a rien. Le tremblement de terre, ça ne tue pas en général. La vibration du sol ne tue pas. Ce qui tue, c'est ce qui va s'effondrer sur vous. Alors généralement, c'est quand vous êtes à l'intérieur d'une structure. Et c'est pour ça qu'on demande, dans la mesure du possible, si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, d'une structure, c'est d'en sortir, à condition que vous en ayez le temps. Mais le temps, c'est quelques secondes. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans un étage, dès que vous êtes loin d'une sortie, dès que vous êtes trop nombreux par rapport à une sortie du rez-de-chaussée, vous n'avez en général pas le temps de sortir. Donc dans ces cas-là, il faut se protéger sur place, le temps que le phénomène se produise, et c'est après qu'on sort. Il faut aussi garder son sang-froid. Il ne faut pas courir n'importe comment, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas sauter par les fenêtres, ça c'est interdit. Voilà, il faut. Alors l'idéal, c'est d'occuper un logement ou un bâtiment qui soit construit pour ça, un logement parasismique. Mais ça, ça c'est autre chose. Il faut le faire dès maintenant, à l'avance. Voilà, il est exactement 12h52. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Joël Damas, Christelle Pinault et Gladys Gillot. Avec ces trois femmes, on va parler d'envie d'écriture. Et aujourd'hui, le thème, c'est le parcours de vie de femmes entre thérapie et spiritualité. C'est important. Restez avec nous. Pas la guerre, nous l'un et les autres. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est 12h59. On a reçu tout à l'heure M. Émile Garçon. Et là, cette fois-ci, nous allons recevoir pas des garçons, mais que des femmes. Alors, Joël, bonjour. Bonjour. Qui est notre chroniqueuse de l'envie de lire et qui donne envie de lire à d'autres personnes. D'écrire surtout. Définitivement aussi. Elle est venue avec Christelle Pinault. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Santé de vous voir pour la première fois avec Gladys Gillot. Voilà. Que des gens avec des noms connus. Hein. Oui. Par hasard, je ne sais pas si elle a choisi. Alors, donc, Christelle Pinault, elle est autrice, créatrice d'harmonie visuelle. Vous allez nous expliquer un peu ce que c'est. Et Gladys, elle est autrice, thérapeute spirituelle, hypnose et theta healing. Alors, je te laisse présenter. C'est toi, c'est parti avec toi. C'est ça. On est vraiment gâtés. Oui, je vous ai gâtés parce que ce sont deux perles que j'ai sur le plateau là. Ce sont vraiment deux perles. Et c'est vrai que Gladys et moi, on s'est rencontrés vraiment de façon, on va dire... j'ai eu le coup de foudre, on va dire ça comme ça, pour juste une affiche avec une séance de dédicace. Quand j'ai vu la personne, ça m'a appelé. Oui. Je ne savais pas de quoi le livre parlait, mais pour moi, ça m'a appelé. Oui. Parce que j'étais en pleine période où j'écrivais mon livre aussi. Et je n'ai pas réussi à aller à cette séance de dédicace. Et je me suis dit, bon, tu la rencontreras dans d'autres circonstances. Et là, je me rends au Café Papier pour travailler sur mon livre. Et je rentre, et la première personne que je vois, Gladys Gillot. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je rencontre Gladys et en fait, une rencontre, on dirait qu'on se connaît depuis 20 ans. On commence à parler, on échange, on a des points communs. On était habillés pareil, on finissait les phrases de l'autre, enfin, un truc de fou. C'est vraiment une rencontre, on va dire vraiment du cœur. Et on a commencé, on a participé à des salons ensemble, on est en création de projets ensemble. Enfin, c'est parti vraiment loin et toujours dans l'alignement, on va dire ça. Et son livre est tout dans mon sac. Alors, je n'ai pas ce sac-là aujourd'hui, mais son livre est dans mon sac parce que c'était différent, parce que c'était utile et c'est un livre que je pouvais garder vraiment tout le temps. Je pense qu'elle est la mieux placée pour pouvoir en parler parce que... C'est clair. Oui, alors, Gladys, présentation de ce livre. Alors, mon livre, Quintessence de mon éveil spirituel. Donc, c'est un livre avec beaucoup d'outils, en fait, parce que dans une période de ma vie, j'ai été confrontée à beaucoup de difficultés, problèmes de maladie, décès de ma mère, décès de ma grand-mère, donc les piliers de ma vie, problèmes à mon travail, dans le couple. Enfin, vraiment, il y avait une accumulation. Et au bout d'un moment, j'ai crié vraiment à l'univers de me donner des outils pour sortir de ces situations. Et j'ai eu des outils. Donc, je les ai utilisés. Effectivement, ça m'a permis de sortir de ces situations. Et au bout d'un moment, j'ai eu des messages qui me disaient que l'univers attendait mon livre avec impatience. Ah. Donc, je me suis dit, OK, on va écrire. Et puis, voilà, ça s'est mis en place au fur et à mesure. J'ai eu des rencontres fortuites, mais en tout cas très, très impactantes, qui m'ont permis d'arriver aux éditions Baudelaire. Et qui ont, dès que j'ai envoyé le script, en 1 mois, c'était publié. Enfin, ça a été très, très rapide. Et franchement, un livre impactant que j'utilise encore, que Joël marche avec, mais moi aussi, j'ai le mien dans mon sac.
Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà donné leur témoignage sur leur lecture, l'apprentissage qu'ils en ont fait et justement les mises en place qu'ils ont pu mettre comme réalisation en fait, dans leur vie pour justement dépasser certaines situations. D'accord. Donc, voilà. Il a été publié il y a combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Et donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire les gens prennent le livre et puis après viennent voir la professionnelle ou c'est l'inverse? C'est la professionnelle qui leur dit ça dépend de la guidance, ça dépend du stade où est cette personne. Et ça peut être quelqu'un effectivement qui vient vers moi en thérapie et par la suite qui achète mon livre ou qui a déjà acheté mon livre et qui vient ensuite en thérapie. Mais en tout cas, le plus important, c'est vraiment l'impact que ce livre a sur les personnes et sur leur possibilité de changer de vie et d'améliorer justement leurs conditions en changeant déjà leur regard sur eux et le regard sur les autres et sur le monde. Alors, qu'est-ce que c'est le Theta Healing? Alors, le Theta Healing, c'est une technique qui permet de se connecter directement au divin, au créateur. Ouais. Et en fait, on pose des questions et tout de suite, on a les réponses. En fait, on ressent... Ah bah oui, ce sont des techniques, hein. Oui, on ne fait pas ça comme ça. Oui. Mais c'est vrai que... et c'est vous qui permettez, qui êtes la médiatrice entre le divin et la personne? Plus ou moins. Je montre à la personne en fait qu'elle a déjà les capacités d'y arriver. Oui. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, moi, mon objectif, c'est que les personnes deviennent autonomes et deviennent clairement les créateurs de leur vie, de leur bonheur. Et donc, avec votre livre, on peut faire du Theta Healing? Ah non, pas avec le livre. Ah non. Avec le livre, on peut s'épurer, on peut comprendre certaines choses, on peut vraiment changer de regard sur soi et sur le monde qui nous entoure. Et justement, commencer à changer de comportement face aux autres, face aux réactions que nous-mêmes nous avons face aux autres. Oui. Et donc, commencer à créer des situations plus intéressantes, plus lumineuses et des relations entre les autres et nous, entre le monde et nous, plus avantageuse en fait. Alors pour bien comprendre, le Theta Healing, ça vient d'où? Ça vient, c'est ancien, hein, c'est vraiment une technique ancienne en fait. Hein. Oui. Et c'est vraiment en fait, c'est très naturel et ça permet vraiment à la personne d'ouvrir ses chakras, de s'ouvrir à elle-même et d'entrer en profondeur en elle-même pour pouvoir se connecter avec son moi intérieur en fait. D'accord. Voilà. Il y a un autre bouquin dans l'air? Non, pas pour l'instant. Pas du tout. Pour l'instant. Alors, Joël, deuxième invité. Ma deuxième invitée, je rebondis du coup pour faire le lien sur une phrase, puisqu'on parle de livre. Et j'ai une phrase que j'ai vraiment notée et quelque part tu m'as devancée et c'était « Nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons changer la manière dont nous les laissons nous affecter. » Et c'est exactement ça. Pourquoi ces deux personnes-là sont là? C'est exactement ce qu'on fait à travers l'écriture. Se soigner pour ne pas se laisser atteindre par des propos qui vont nous blesser en se disant c'est juste une information en fait qu'ils me donnent, mais moi je sais très bien où j'en suis et je sais très bien ce que je vaux. Donc Christelle, une sœur, on va dire ça. Alors une sœur de cœur. Oui. Quand on parle de sororité, c'est pas à moitié. On s'est rencontrés, je vais pas donner les détails parce que c'est vrai que ça sera dans mon deuxième livre. Ouais. Donc je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas tout dire, mais on s'est vraiment rencontrés, on avait toutes les deux dans l'envie de se développer, on va dire développement personnel, d'aller plus loin en fait. Et on s'est rencontrés dans ces circonstances-là et coup de cœur. Et vraiment quelqu'un qui, c'est une créatrice. Alors je ne pensais être créatrice que de contenu, harmonie visuelle, comme elle le dit, mais de livres, pour tout vous dire, ça date, j'ai appris l'histoire du livre il y a 3 semaines. C'était extraordinaire. Et je vais la laisser en parler parce que quelle aventure. Alors, ce livre, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est lui qui est venu me chercher. Explique-moi ça, comment je vais le dire. Oui. J'étais en train de travailler. Oui. Et du coup, j'ai fermé ce que je faisais, j'ai ouvert une page blanche et j'ai commencé à écrire la première nouvelle de ce recueil. Et je ne savais pas quelle orientation j'allais donner à ce recueil, mais en écrivant la première histoire, j'ai compris que je devais parler des relations toxiques et de la guérison face à ces relations. Et c'est comme ça que j'ai écrit 5 nouvelles en lien avec ces relations toxiques. Carrément. On
11 jours. En combien de jours? 11 jours. Elle m'a battue. Oui. 11 jours? 11 jours. Non-stop? J'écrivais 3 à 4 heures par jour, parfois plus. Mais avant, vous aviez déjà l'envie de l'écriture? C'est ça. C'est ma passion, l'écriture, les mots. C'est ma passion. J'ai commencé avec les citations qui me parlent depuis mon adolescence. Et j'ai toujours rêvé d'écrire, mais je ne savais pas quoi. D'accord. Et du coup... Et puis là, comme on dit, la lumière est arrivée. La lumière est arrivée. J'ai écrit ce ce livre, ce recueil de nouvelles qui s'appelle Ombre et Lumière. Ombre et Lumière? Oui. Ah, ça s'appelle Ombre et Lumière. Ombre Alors, et Lumière. c'est ce qu'on appelle l'harmonie visuelle? Non, l'harmonie visuelle, c'est autre chose. C'est totalement autre chose. Créatrice d'harmonie visuelle, ça veut tout simplement dire infographiste, mais je trouvais qu'infographiste, c'était... Vous êtes infographiste? Créatrice d'harmonie visuelle. Voilà. Donc, je vois par exemple la couverture du bouquin. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu. Alors, je vois la partie lumière et je vois la partie ombre, bien sûr. C'est une création. C'est pas ma création. Le script, c'est moi qui l'ai rédigé, mais c'est l'IA qui m'a aidé à créer cette image. Oui. Ouais. Mais vous travaillez quand même sans IA, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas le livre, c'est pas l'IA qui a écrit mon livre, c'est moi. Non, je sais, vous savez, sais. Oui, je sais. Non. On ne sait plus qui fait quoi. Hein. Non. En fait, la seule chose sur laquelle je me suis appuyée pour l'IA, c'est pour faire le plan. Oui. Des différentes histoires, mais au-delà de ça, c'est sorti de mon cœur. Et d'une manière générale, vous continuez à écrire comme ça, avec la lumière qui fuse dans le cerveau? Ça peut être... Je vais prendre une feuille de papier, je vais écrire n'importe quoi, tout ce qui me vient par la tête. Oui. C'est ça que j'aime. J'ai toujours aimé ça. Incroyable, ça. Oui. Non, mais c'est vrai. Joël, vraiment... chapeau. Hein. Non, mais effectivement, tu m'as dit tout à l'heure, tu avais emmené 2 pépites. Oui. En fait, 3 même déjà. Alors, j'ai 3 pépites devant moi, mais j'avoue qu'entre ce que dit Gladys et ce que dit Madame Pinault, Christelle, voilà, je cherchais le prénom, c'est extraordinaire. Oui. Le but, c'est aussi d'inspirer d'autres femmes, c'est ce que je veux dire. Rien n'est impossible. Elle n'est pas autrice à la base. Non. Je ne le suis pas non plus. Moi, je ne l'aimais même pas lire. Donc, pourtant, mais c'est un livre de guérison. Ouais, c'est un recueil de guérison. Si je peux aider d'autres personnes qui se sont retrouvées dans les mêmes situations que moi, ça me va. Vous avez eu quelques difficultés au moment dans votre vie? Tous les recueils, toutes les nouvelles me concernent. Même si ce n'est pas autobiographique, mais toutes les nouvelles me concernent, oui. D'accord. Et ça parle aussi de comment c'est presque de la bio? Oui. Presque de la bio? Oui. Oui. Et vous mettez à nu comme ça? Sans aucun problème. Sans aucun problème? Non. Bon, il va falloir que je lise ça. Aucun souci. Il sort le 8 avril, donc ça... Il n'y a pas de souci, je vais vous le dédicacer. D'accord, non. Une belle date, ce 8 avril. Hein? On en parle? Oh, non. Alors, le premier ouvrage est sorti il y a combien de temps? Il n'est pas encore sorti. Ah, il n'est pas encore sorti? Non, il va sortir le 8. Il va sortir quand? Oui, le 8 avril. Le 8 avril? Donc, vous reviendrez avec le livre. Il n'y a aucun problème. Grâce à c'est noté? Il n'y a aucun souci. Joël, continue à nous emmener des perles, de toute manière. Je vais faire un collier un moment. On m'a donné une mission. Oui, mais visiblement, tu as une mission. Oui, mais en fait, c'est une vraie, et c'est ce que tu dis, c'est vraiment ça, j'ai une vraie mission. Et soigner les femmes à travers, justement, présenter des portraits de personnes qui se découvrent, en fait, des talents et qui n'ont pas peur en se disant, est-ce que je suis légitime de ci? Parce que moi, j'ai eu vraiment ce gros problème de légitimité quand j'ai commencé à écrire mon livre. Mais je suis qui pour écrire un livre, en fait? Et puis, ça dure des années, ça dure, jusqu'à un moment, on se dit, mais stop, en fait, essaye, vas-y, il n'y a pas de danger de mort, écris, ça passe, ça casse, mais si c'est cassé, on recommence. Alors, je ne sais pas si elle vous a raconté, alors un jour, elle veut me présenter un livre, je ne connaissais pas, chronique, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait une rôle de couverture en plus. En plus? Je me dis, mais... Et puis après, moi-même, j'étais impressionné, j'ai lu le bouquin. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Peut-être qu'un jour, je vais écrire un livre sur... Oui. je me ferai un plaisir de corriger pour toi. J'ai un chantier, là, j'ai un bouquin que j'ai commencé, enfin bref. Alors, donc, est venue, et après, je lui ai dit, ce serait peut-être bien qu'elle-même, elle vienne régulièrement ici, pour pouvoir présenter non pas son livre, mais d'autres. Et puis depuis lors, waouh! Voilà. Et je ne savais pas faire ça, et je lui disais que chronique, ça a été pour moi à la fac un cauchemar, parce qu'on m'avait demandé de faire une chronique à l'écrit. Je ne l'ai jamais remis, ce document, parce que je ne sais pas faire.
et comme quoi je sais faire. C'est une femme très dynamique, très active, vraiment. C'est une perle aussi. Et je suis très fier qu'elle soit dans l'émission et qu'elle emmène des gens qui, finalement, qu'on dit, qui portent quelque chose. Comme on dit en je crois pour ton gomme. Oui, voilà. C'est ça. Pour ça, nous capoter gomme. C'est exactement le mot. C'est exactement ça. Alors, je te laisse continuer. Alors, si on parle d'actualité, justement, de Chronique de mes Renaissances, Chronique de mes Renaissances a trouvé sa maison d'édition. Ça y est? Ça y est. Oui. Donc, va être réédité. Je n'ai pas encore de date, mais là, on est en plein dans le shooting alors, ça sera photo. édité texto ou bien il y aura un petit plus dedans? Parce que vous savez, tu sais, en général, quand les gens rééditent, quelquefois on améliore ceci, on apporte une nouvelle préfaçon, je ne sais pas, ou bien tu prends texto. Alors, au niveau du texte, il n'y aura pas de changement, parce que je n'ai pas souhaité qu'il y ait de changement, de façon à ce que je ne sois pas non plus pour la continuité du deuxième, dans une situation où j'ai écrit un premier. Alors, tu sais quoi? Enfin, je te dis ça parce que c'est comme ça. C'est une démarche marketing, en fait. Alors, comme par exemple, quelqu'un a écrit un bouquin, disons le premier bouquin avait 120 pages. Et puis, il va rééditer le bouquin, il passe à 140 pages, ce qui oblige les gens à racheter le livre. Le premier, à racheter, dire ouais, mais il y a des choses nouvelles dedans. Et puis, ça veut dire aussi que pendant le temps où la personne a écrit le premier bouquin, il peut avoir autre chose. Une évolution. La preuve, c'est que tu fais une quand tu as écrit le bouquin, tu ne faisais pas de code chronique. Voilà, mais tu ne sais pas ce qu'il y aura dans le deuxième. Donc, je ne peux pas rajouter des choses. Alors, si je rajoute les chroniques, je saute les étapes. Parce qu'il y a plein d'étapes entre la fin d'écriture du livre et aujourd'hui. Donc, en fait, quelque part, je ne me voyais pas changer le contenu. Par contre, il se peut qu'il y ait du changement au niveau de la couverture. Parce que, comme je l'avais expliqué, j'ai fait ça vraiment de façon... C'était en auto-édition, Photola pour moi-même. En première de couverture à ma sauce. Sauf que maintenant, c'est en maison d'édition. Donc là, on se dirige plus vers du professionnel. Donc, il y aura un shooting photo en gardant l'esprit toujours de mon phénix et de mon livre, chose que j'ai exigée. Et après, c'est certainement la tenue qui va changer et puis l'harmonie peut-être de la... On verra ça avec plaisir. Donc, c'est la maison d'édition dont... Enfin, c'est une maison d'édition qui est très jeune. Hein. On parle de février 2024. Muorine, qui a publié déjà un premier ouvrage, Alzheimer, sa mère. D'accord. Voilà, donc la couverture, préfacée par Liliane Francil. C'est un livre aussi qui a eu beaucoup de succès. Et c'est vrai que je n'avais pas fait attention du tout à la maison d'édition. Je n'étais pas encore dedans. Et c'est vrai que la personne à qui je me suis adressée pour pouvoir... inscrire mon livre, avait déjà lu mon livre. Tu vois. Et n'attendait que moi. Donc, c'est là où je trouve que quand Gladys dit que l'univers sait et que c'est déjà là, c'était vraiment ça, en fait. J'ai appelé quelqu'un pour lui présenter mon livre en lui disant « Mais prends mon livre, etc. » Et la personne me dit « Mais en fait, j'ai déjà lu votre livre. » D'accord. Donc voilà. Ça sera parfait. Et j'inscrirai ça dans mon agenda. Que Christelle va. Parce qu'elle a triple casquette. Elle écrit des livres maintenant, créatrice de contenu visuel et... créatrice d'agenda pour 2026. Bon, fin de l'histoire. Je l'ai invité tout à l'heure. Oui, je l'ai invité quelque part. Je te fais un petit clin d'œil vestimentaire d'Annick, parce que... le vide dressing dont j'ai parlé la dernière fois, au niveau des tenues, Christelle, pour information, est habillée aussi par ce vide dressing parce qu'on en est fan. Il sera cette fois mixte, c'est-à-dire qu'on accueillera à la fois des femmes et des hommes. Ah, quand même. Quand même. Donc, il y aura pareil, toutes les tailles. C'est vraiment... ce vide dressing-là est vraiment ouvert à toutes. Parce qu'encore une fois, Johanna a voulu jouer la carte de c'est pour tout le monde. Et c'est vraiment ça. Parce que généralement, on va dans les vide dressing et puis on se retrouve avec des tailles 34, 38, 40. Et puis quand tu cherches 42, il n'y a pas. Là, on est allé quand même jusqu'au 5XL la dernière fois. Donc, en fait, toutes les femmes y ont trouvé leur bonheur. Comment ça ça va se passer? Alors, déjà, donc, contacter Joanne pour avoir la géolocalisation, puisque c'est un événement où, on va dire... elle n'envoie pas, c'est pas un événement de masse où il y aura un tas de personnes. C'est très comme à la maison. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, parce que c'est dans une petite maison, rénovation. C'est vraiment très... on a l'impression d'être vraiment chez mamie. Et puis, on va dans chaque pièce, il y a un style différent. Il y a des exposants qui vendent des lunettes, des sacs, des chaussures, des vêtements. Et vraiment, c'est un endroit où on se sent bien, en fait. On a envie d'acheter tout ça. Et les prix sont vraiment...
on va dire, défiant toute concurrence. Et c'est quand? Ça sera le 5 avril, de 9h à 17h. Voilà, donc le flyer sur Joanne, donc ma petite fée digitale. Donc on l'a publié ici. Et son numéro de téléphone inscrit en bas. Donc il y avait encore des inscriptions, mais je pense que là, je crois qu'il y a plus de place. Ah, il y a plus de place. Ou pas, peut-être. Il faut pouvoir les exposer, je veux dire. Parce que pour les exposants, je ne parle pas pour les invités qui viennent acheter. Je parle pour les exposants. Ça a eu tellement de succès. La première édition a eu tellement de succès qu'elle s'est retrouvée vraiment, on va dire, à Saïda Appel, avec des gens sur liste d'attente quand même. Donc voilà, une très bonne chose, je trouve. De 9h à 17h, bon. De 9h à 17h. Bien. Voilà. Ben écoute, merci pour cette chronique perlée. Merci à Christelle, merci à Gladys, et puis on attend la sortie. Pas de souci. Avec grand plaisir. On va dire. Avec grand et plaisir. on verra un peu ce que ça donne. Bien sûr. Et on sera heureux de vous accueillir avec votre ami Joël. Voilà, il est 13h18. On revient un petit peu à l'actu. Ben, tiens, on va parler un petit peu de poésie avec Antoine Nabajot qui a fait une balade poétique devant la caméra de Vianney Valverde. C'est parti. Dans cette manifestation, je parlais de mon parcours d'artiste, mon parcours avec ma famille, mon parcours à la campagne, dans la case créole de mes parents, dans le petit lolo de mes parents. Et ça, c'est le fondement de ma pratique, c'est le fondement de ce que j'ai réalisé dans cette expo. Il y a 84 peintures, 24 dessins et une installation. Et le titre de l'exposition, c'est Parole en canne. Parole en canne, pour moi, c'est ce que j'entends, que je peins. Depuis quelques années, je suis dans cette direction-là. Il faut savoir que le rendez-vous Tracé Jeunesse, c'est un rendez-vous un peu hybride qui mélange deux champs, la généalogie et l'art, l'histoire et l'art. Et en fait, l'idée, c'est que chaque intervenant se livre un peu sur son parcours, sur pourquoi il est comme ça, pourquoi il pratique comme ça. Donc avec M. Nabajot, c'était l'occasion de se concentrer sur certaines toiles qui expliquent un peu pourquoi finalement il peint comme ça et d'où ça lui vient, quels sont ses héritages familiaux, qui sont ses ancêtres et comment ça a impacté lui en tant qu'artiste aujourd'hui. C'est vrai que parler de soi, c'est pas évident. Mais en même temps, c'était un exercice intéressant parce que dans cet exercice aussi, j'apprends à me connaître, j'apprends à me découvrir face à un public qui pose des questions vraiment intéressantes. Et en tout cas, l'essentiel, ça s'est très bien passé. Pourquoi les champs de canne à sucre? Parce que j'ai été élevé dans un champ de canne à sucre. C'est grâce à ça, ce que je fais aujourd'hui. C'est grâce à la canne à sucre parce que les parents m'ont été élevés, c'est ce que mes parents faisaient. Et aussi, parallèlement à ça, ils avaient la boutique. Donc, c'était très important pour moi. Et en tout cas, c'était posé naturellement et c'est pour cela que je peins ça. C'est un rendez-vous intimiste qui a vocation de susciter la transmission, les échanges, de voir un artiste sous un autre angle comme on ne l'a jamais vu et finalement de comprendre que l'histoire qu'on présente au Mémorial Acte a un impact dans notre vie quotidienne, a un impact sur nos artistes et nous définit, nous caractérise finalement d'une manière ou d'une autre. Voilà, ben c'est au MAC profiter. Il est 13h20. C'est l'avant-dernier sujet, c'est sur la Sainte-Oise, sur le bateau qui est à l'honneur. C'est une exposition aussi à voir. On descend à l'art et quand l'art s'en mêle, au portage Vianney Valverde bis, on nous regarde. L'association Voilier Voilou, c'est une association qui a maintenant 2-3 ans. L'idée, c'était de démocratiser la voile et plus singulièrement de passer par le support de la Sainte-Oise, canot traditionnel de Guadeloupe, parce qu'on est des passionnés de ce canot-là, parce que jusqu'à maintenant, on essayait un petit peu, tant bien que mal, d'exister dans le milieu. Et en fait, on a monté l'assaut, on a pu prendre des canots. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de démocratiser le support, de le faire connaître au maximum. Et c'est vrai qu'on a tendance à le faire connaître par le biais des compétitions, par le biais de la mer. Mais on a trouvé intéressant d'essayer de toucher le public par un autre biais, une autre sensibilité. Et on est passé par l'art et aujourd'hui on est là et c'est plein de couleurs et c'est pas mal. Moi mon travail c'est vraiment créolisation, créolité, patrimoine caribéen. Et je travaille en noir et blanc, toujours au stylo sur papier, c'est vraiment mon support. Et là donc dans l'idée j'expose plusieurs tableaux, plusieurs œuvres. Une qui est vraiment une étude de voile au ciseau, donc les ports de voile et la manière dont le bateau prend vraiment la mer. Et du coup, j'expose surtout des tableaux qui sont orientés autour du dernier tour de voile de Guadeloupe. Donc c'est surtout des images qui ont été capturées à ces moments-là.
Et comme je vous disais, c'est un frère, Jo, qui est à l'initiative de cette exposition-là. Donc du coup, il est représenté sur chacune de mes œuvres. C'est lui le capitaine, quoi. On arrive à le reconnaître avec ses cheveux, quoi. Il y a vraiment des choses magnifiques. Franchement, il y a quelques artistes que je connais pas, enfin que je ne connaissais pas. On a un artiste notamment de Métropole qui n'est pas là ce soir. Et écoutez, les artistes, ils ont tous joué le jeu. Ils ont vraiment fait des œuvres parlant justement de la Saintoise et des bateaux, de la voile, de la mer, voilà. Nous, notre objectif, c'est de faire rayonner la Saintoise le plus longtemps possible. Hein. Donc si c'est quelque chose qui peut se pérenniser, avec plaisir. Voilà, il est exactement 13h23. On va prendre la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos syndicalistes, puisque je vous l'ai dit, demain, il y a un mouvement de grève dans l'éducation. C'est la raison pour laquelle nous avons consacré la dernière partie du ZCL pour parler de cette question avec Marius Noël, Edith Séguier, Jocelyne Lewis et Jean Dernaud. Et un petit peu avant, on va joindre Madame Mylène Lamy tout de suite après la pause. À tout de suite, restez avec nous. Pas parti, ça quelque chose tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h29. Je vous l'ai dit, demain, s'il y a un mouvement de grève générale dans l'éducation en Guadeloupe, plusieurs syndicats se sont rassemblés. Il y a sorti un communiqué de presse et on a sur le plateau aujourd'hui Marius Noël de la FAPEC. Bonjour. Bonjour. On a aussi Edith Séguier, secrétaire général de la FSU, c'est un habitué. Bonjour. Bonjour. Dernaud, habitué aussi, bonjour. Bonjour. Et pour la première fois, Madame Lewis, responsable du collège-lycée UNSA Éducation, bonjour. Merci bonjour. de venir. Alors, juste avant de vous donner la parole, dans un petit moment, je voulais faire un petit focus sur une affaire qui fait l'actualité. C'est l'école qui a été fermée. Génie en herbe, vous connaissez, j'imagine. Et je crois que j'ai Madame Lamy au téléphone. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour Madame Lamy. Je me suis permis de vous appeler parce qu'on a une information tardivement, mais enfin, on sait ce qui s'est passé. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'on reproche à votre établissement? Alors, qu'est-ce qu'on reproche à mon établissement? Lacune éducative. Donc, on estime que les professeurs ne sont pas diplômés pour enseigner. Et on parle de sécurité affective. Oui. En gros, hein, donc c'est les 2 reproches qui sont faits. Voilà. Mais il y avait déjà une première... on vous avait fait modifier un certain nombre de choses dans votre établissement. Il y a une visite inopinée de 2 inspecteurs pour vérifier tout ce qui est administratif. Oui. Donc on n'a pas été informés, donc les documents n'étaient pas sur place. Et donc il y a eu une mise en demeure qui nous a été signifiée en juin 2024. On a répondu dans la semaine qui suivait, oui, en recommandé. Et le 22 janvier, il y a à nouveau ces 2 inspecteurs qui se sont présentés. Ils ne sont même pas restés 15 minutes parce qu'ils ont vérifié tous les documents et j'avais l'impression que tout était bon. D'accord. Madame Lamy, combien d'enseignants vous aviez dans votre établissement? Alors, une dizaine, puisqu'on a des classes de primaire et une classe de collège, des classes de collège. Oui. Donc, il y a une dizaine d'enseignants et nous avons des intervenants extérieurs, comme tout ce qui est les associations avec qui on travaille pour le sport, pour la musique, pour l'art plastique. Donc, ça fait quand même une quinzaine de personnes qui interviennent au niveau des élèves. Bien. Alors, l'autre question, combien d'élèves fréquentaient votre établissement? Alors, à aujourd'hui, 62 élèves. Oui. Ils sont inscrits du primaire, du CP à la seconde. D'accord. Alors, ces élèves, depuis hier, puisque votre établissement a été fermé, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, c'est une fermeture brutale. Les élèves, ils sont chez eux, hein, puisque on est venu nous signifier ça à 8h30 en nous demandant de fermer tout de suite, ce que nous avons refusé en demandant que les parents avaient déjà déposé les enfants et qu'on ne pouvait pas renvoyer les enfants. Donc, ils nous ont autorisé de rester jusqu'à 17h et qu'à 17h, il fallait faire.
Une dernière chose. Oui, une dernière chose. Dans votre cas, il y a une possibilité d'appel à la décision qui a été prise? Tout à fait. On est en train de travailler sur un recours de la décision parce qu'on ne comprend pas. Et on n'a pas de justificatif et de réponse par rapport à cette fermeture brutale. Et surtout définitive. Donc c'est ce qu'on ne comprend pas. D'accord. Bien. Mais écoutez, c'est un dossier qu'on va suivre. Vous voulez avoir votre point de vue. De toute manière, je sais que les parents d'élèves vont se mobiliser aussi, je crois. Ils sont déjà mobilisés. On essaie de leur proposer de réintégrer les enfants, mais on leur a bien expliqué que c'est des profils particuliers. Oui. Des enfants qui sont sortis du système, on ne peut pas leur demander de réintégrer un système qu'ils ont rejeté. Bien sûr. Donc c'est compliqué. Les parents, eux, ce qu'ils veulent, et les enfants aussi d'ailleurs, veulent réintégrer leur école parce qu'ils ont un problème. Bien. Mais écoutez, je vous remercie de votre intervention et puis c'est un dossier qu'on va suivre, nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci Madame Lamy, et comme on dit, balaguer Kimberet. Merci à tous. Ok. Je demande ça à la FAPEG, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu l'information, alors c'est vrai, enfin ça pourrait justifier la situation de l'école. Il y a de plus en plus d'écoles privées qui ouvrent en Guadeloupe. Donc ça veut dire qu'il y a une demande de certains parents et ça veut dire qu'il y a peut-être des carences dans l'éducation normale. D'accord. Pour l'occasion d'y revenir, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je ne vais pas faire tour de table. Si vous voulez intervenir plus tard, on va en parler. Alors, sur le mouvement de demain, une fois de plus, j'ai vu des chiffres qui ont été avancés. Alors, la rectrice dit que c'est 1,2%, c'est ça? Alors, M. Séguier, comment vous comprenez la réaction de la rectrice? 1,2% de quoi? Seulement d'enseignants qui seront en moins sûrs à la rentrée. En réalité, Madame la rectrice nous fait toujours ce même discours. Nous avons moins d'élèves, donc il faut que nous ayons moins d'enseignants. Oui. Et elle s'avance sur une moyenne qu'elle calcule à 18 élèves par enseignant et qu'elle a un taux d'encadrement correct. Le problème, c'est que Madame la rectrice oublie de dire que nous avons un certain nombre d'écoles qui sont en éducation prioritaire notamment et qui ont des dispositifs à 15. Oui. Nous avons aussi un certain nombre d'écoles, notamment dans les îles du Sud, où vous avez des très petits effectifs et donc de fait, vous vous retrouvez avec des moyennes du nombre d'élèves par classe extrêmement bas. Mais par ailleurs, elle oublie de dire que partout ailleurs, dans les classes dites ordinaires, nous sommes avec des effectifs extrêmement élevés. En moyenne, une classe, combien d'élèves il y a à peu près? Aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles élémentaires, en moyenne, c'est plus de 24. Ah oui. Au niveau donc des collèges, c'est 24 et demi, voire 25 dans les 6e et 28 dans toutes les autres classes. Et au lycée, c'est 30 et au-delà de 32, notamment en terminale. Donc aujourd'hui, Madame la rectrice utilise tout simplement des arguments fallacieux pour dire que nous avons à contribuer à l'effort national, alors qu'elle sait pertinemment qu'aujourd'hui... On n'est pas dans la même situation en Guadeloupe. Nous ne sommes pas dans la même situation. Nous avons une situation archipélagique. Nous avons des élèves avec des situations sociales extrêmement compliquées. Nous avons un retard structurel en Guadeloupe avec un taux d'échec énorme, un nombre important d'élèves qui quittent le système éducatif sans aucun diplôme. Mais surtout, nous avons une situation alarmante en sortie d'école puisque plus de 1600 élèves quittent le système éducatif sans diplôme. Chiffre éducation nationale, nous l'estimons plutôt à 1800 et nous avons à peu près 30% d'illettrisme constaté lors de la journée de la citoyenneté, lorsque tous les jeunes de Guadeloupe passent le test au moment de la journée de la citoyenneté. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout d'accord avec le constat de Madame la rectrice et nous demandons les parents d'élèves, mais aussi les organisations syndicales, de profiter justement de la baisse d'effectifs pour réorganiser l'école, faire de telle façon que les élèves les plus en difficulté soient pris en charge et qu'on puisse résorber ce retard et qu'on puisse aider notamment, là vous voyez, vous venez de parler d'une école qui accueille les enfants en situation de handicap. Voilà encore un écueil chez nous. Nous n'avons pas assez d'institutions spécialisées. Résultat des courses, tous les enfants en situation de handicap sont accueillis dans les écoles.
Le problème, c'est que nous n'avons pas d'AESH, nous n'avons pas d'accompagnement et nous sommes donc en très grande difficulté. Madame Lewis, merci d'être là. Vous êtes responsable collège lycée pour l'UNSA. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement de demain, c'est un avertissement? Parce qu'en général, je sais que les organisations syndicales n'ont pas fait grève pour une seule journée. En fait, c'est depuis, on va se répéter, c'est vraiment un avertissement pour dire à l'État, au rectorat, que les professeurs sont fatigués. Ils sont surchargés, ils n'en peuvent plus et ça en va même de leur santé mentale. D'accord. Les professeurs, jusqu'à maintenant, la rectrice, quand on a eu des réunions avec elle, nous a dit oui, malgré tout, les élèves réussissent, etc. Sauf que les professeurs en donnent beaucoup et ils reçoivent rien en retour. Au contraire, chaque fois, ils sont sanctionnés. Là, dernièrement, c'est en mars, on parle si un professeur est absent, on le sanctionne. C'est-à-dire, au lieu qu'il soit payé quand il est malade, on lui enlève de son salaire. Oui. Donc, on le paie 90% de son salaire. Donc, les professeurs doivent se sentir coupables chaque fois. Or, nous sommes là, nous sommes la tête de l'éducation. Nous sommes la tête de la société de demain. On ne comprend pas cet acharnement, ce sacrifice, parce qu'on se sacrifie pour aider les élèves à réussir. Oui. Sans les moyens. À chaque fois, on nous enlève. Mais là, les professeurs n'en peuvent plus. Il en va de leur santé mentale. Les professeurs nous alertent, nous disent qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont surchargés de travail. On leur demande toujours plus. Et il n'y a rien en retour. L'année dernière, on nous a fait pirouetter avec le pacte. Ce fameux pacte qui a duré qu'une année. Oui. Donc, là, on aimerait vraiment qu'on arrête de se moquer de la tête pensante, de l'avenir de notre pays, de l'éducation de nos jeunes, que ce soit vos frères, vos cousins, vos neveux. L'éducation est en difficulté en Guadeloupe. Jean Derneau, c'est la problématique qui est annoncée là, on la connaît, mais la question que je vous posais, quand vous rencontrez la rectrice, elle ne comprend pas ou elle n'entend pas, ou bien il ne veut pas attendre, il ne veut pas comprendre? Non, je pense qu'elle a un discours bien rodé, bien affûté, avec ses chiffres, oui, mais qui ne prennent pas encore, comme l'a dit le camarade Séguier, la réalité de la Guadeloupe. On a une situation particulière, on est la seule académie à avoir une situation archipélagique. Et automatiquement, les moyennes qu'ils font ne tiennent pas compte des petites îles comme des Irades, comme les Saintes. Et on voit les problèmes que ça pose chaque année quand on perd des postes. On voit à chaque rentrée qu'il manque des professeurs devant des écoles. On voit même pendant l'année des classes à examen qui n'ont pas de professeurs des fois pendant un trimestre. On a vu récemment les Saintes, on a vu récemment Marie-Galante. Et puis les conséquences de ça, c'est aussi nos jeunes. Le mouvement ITER vient de se terminer et on a maintenant dans notre syndicat, moi j'ai laissé un certain nombre de collègues au local, ils sont là pour faire des recours. Ce sont des jeunes qui étaient contractuels et qui, parce qu'il y a des postes en moins, se retrouvent à Versailles l'année prochaine. Oui. Et pendant qu'ils sont là-bas, ils ne peuvent pas procréer, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Donc, c'est un chien qui se mord la queue. On va avoir moins d'enfants parce que nos jeunes sont ailleurs. Ils ne peuvent pas faire d'enfants en Guadeloupe. Et donc, la démographie va continuer de descendre. Nous, ce qu'on réclame demain dans notre mouvement, qu'on espère large, massif, et on appelle la population à nous soutenir au maximum sur ce mouvement-là, parce qu'il s'agit de l'ambition qu'on a pour l'école en Guadeloupe, de l'ambition qu'on a pour la Guadeloupe, de l'ambition pour nos jeunes. Ce qu'on réclame justement, c'est d'avoir de l'ambition pour faire mieux réussir nos jeunes. Ce n'est pas une fatalité que nous soyons avant-dernier dans tous les classements, dans toutes les évaluations. Ce n'est pas une fatalité non plus le taux d'illettrisme scandaleux qu'on a en Guadeloupe. Ce n'est pas une fatalité. On peut régler ça et justement, profitons des moyens qui semblent qu'on ait pour mieux faire et faire en sorte que nos jeunes réussissent et pour faire un pari positif sur l'éducation en Guadeloupe et sur la jeunesse de demain. Marius Noël, vous êtes président de la FAPEG. Et donc la FAPEG, pratiquement, s'est mis en lionnage avec les organisations syndicales pour le mouvement de demain. Ça veut dire que les parents d'élèves soutiennent ce mouvement-là.
Oui, tout à fait, puisque nous vivons ces réalités-là. Les collègues parlaient tout à l'heure des difficultés. J'insiste sur le fait que certaines classes d'examen restent des semaines, voire des mois sans enseignants. Et le rectorat même reconnaît être en difficulté par rapport à ça. Donc, on est dans cette situation de tension pour le remplacement des enseignants, c'est qu'il y a un véritable problème et on ne peut pas nous dépouiller. Déjà, dans cette situation-là, on a du mal à faire face à la demande. Donc, si on nous enlève encore des moyens, ce sont les élèves qui sont issus de situations sociales les plus fragilisées qui seront les premières victimes de ces suppressions de postes. Alors, j'insiste, vous êtes représentant de la FAPEG, l'une des associations de parents d'élèves. Il y a souvent des parents d'élèves qui nous regardent en ce moment. Quel est le message que vous voulez leur faire passer? Alors, moi, je voudrais simplement dire aux parents que ce n'est pas une grève pour embêter, c'est que vraiment, on est soucieux du devenir de ce pays-là. On est tous les jours confrontés aux difficultés de la jeunesse et des enfants. Il n'y a pas longtemps, dans une salle de cinéma, on a vu quelques jeunes qui ont semé la terreur dans une salle de cinéma. Je ne dis pas que tout repose sur le dos de l'école, mais il y a tout un ensemble de facteurs qui font qu'on doit se saisir de cette question-là. Et j'appelle vraiment tous les parents à se mobiliser demain. Alors déjà, pour ceux qui ne pourraient pas se rendre devant les établissements scolaires à 7 heures ou devant le rectorat à 9 heures, de simplement garder leur enfant à la maison, parce qu'il faut vraiment que cette journée de demain marque les esprits, que les gens comprennent qu'on est déterminé et on n'est pas là pour embêter, etc., bloquer pour bloquer, mais c'est qu'on est vraiment soucieux du devenir de la jeunesse de ce pays-là. On nous dit que la Guadeloupe, dans quelques années, sera le plus vieux département de France. Il y a des choses à faire, il y a une demande à adapter dans le cadre des formations qui sont proposées à nos jeunes dans les établissements scolaires, particulièrement dans les lycées professionnels. Donc il faut que les formations proposées soient en adéquation avec la possibilité d'insérer les jeunes professionnellement ici. Donc vraiment, c'est une affaire qui concerne tous les Guadeloupéens. Donc nous invitons vraiment les parents à nous soutenir dans ce mouvement demain. Alors, je pose la question aux organisations syndicales ou aux parents d'élèves, c'est que visiblement, ce mouvement-là ne va pas toucher le privé. Parce que l'APEL, il y a une association qui s'appelle l'APEL, oui, je crois, oui, qui rassemble les écoles privées catholiques de la Guadeloupe. Il n'y a pas dedans. A priori, non. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes dans le traitement des dotations ministérielles, dans le public. Donc aujourd'hui, au privé, nous n'avons pas les éléments nous permettant... Mais les gens du privé dépendent du ministère quand même. Hein. Oui, mais ce n'est pas les mêmes... Les dotations sont fléchées. Et nous, organisations syndicales, notamment nous à la FSU, qui ne nous occupons que du public, nous rappelons que nous sommes pour une école émancipatrice, nous sommes pour l'école publique, nous sommes pour que cette école puisse résoudre le problème du plus grand nombre et qu'elle puisse permettre à tous les jeunes, quel que soit leur niveau social, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, de les prendre en charge et de les faire réussir. Nous n'avons pas les éléments sur l'école privée. Mais aujourd'hui, il n'est pas admissible qu'on demande à une Guadeloupe qui est déjà en retard structurel de faire des efforts vis-à-vis de départements qui sont bien mieux dotés que nous. Et il n'est pas question qu'on ne puisse pas prendre en compte la réalité de ce qui se passe dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous sommes, je rappelle, une académie monodépartementale. Donc on ne peut compter que sur nous-mêmes. Le département ou l'académie la plus proche de nous, elle est à 800 km. Et donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, nous devons nous structurer pour que, quel que soit ce qui pourrait se passer et quels que soient les besoins, notamment remplacement, il faut qu'on puisse les assumer et ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, si nous avons autant de jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme, c'est parce que nous sommes dans l'incapacité de permettre aux jeunes d'avoir une orientation choisie, mais elle est subie. Et donc, ça crée nécessairement des décrochages,
ça crée justement tous ces jeunes qui sont dans l'oisiveté et qui sont donc dans l'incapacité d'insérer dans la société et qui créent ensuite tous les dommages que nous voyons. Nous avons besoin d'une société apaisée, nous avons suffisamment de difficultés. Il faut que l'école puisse répondre à l'ensemble de ce qu'attendent bien sûr les parents, mais que ce qu'attendent l'ensemble de la population guadeloupéenne. Alors, en tant que journaliste, j'ai quand même été surpris que pendant la visite du ministre Valls, jamais la question de l'éducation n'a été évoquée. Pourquoi c'est... le cloisonnement. Oui, j'ai envie de dire l'effacement d'un problème qui est récurrent. Oui, récurrent, absolument. Et tout simplement parce que l'école n'est pas une priorité. Ah, l'école n'est pas une priorité dans ce on peut juger que l'école n'est pas l'école en Guadeloupe n'est pas une priorité pour le gouvernement français. C'est ce qu'on peut juger. Je sais pas. Moi, je reste persuadé que si l'école était une priorité, il y aurait une interpellation de la part des élus, ne serait-ce que de la part des élus. Beaucoup d'élus nous disent sans cesse, on a fait beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup d'élus ont fait. Je le rappelle quand même qu'au moment de la départementalisation, l'État s'est désengagé et c'est sur les fonds propres de la région du département qu'on a construit plein de collèges, plein de lycées. Oui, les élus ont fait des choses. Le problème, c'est que eux, souvent, ils nous disent qu'au niveau des municipalités, ils n'ont pas les mêmes dotations que les municipalités françaises. La région et le département nous disent qu'ils n'ont pas les mêmes dotations et que ce n'est pas au centime près que les efforts consentis par eux et payés par l'État. Donc, si l'école était une vraie priorité, et je pense qu'elle doit l'être, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation critique. Nous avons une déperdition de population, nous avons un vieillissement de la population, nous avons des structures économiques qui ont besoin de personnes formées et correctement formées. Si c'était une vraie priorité, je pense qu'ils auraient interpellé le ministre, même si ce n'est pas notre ministre de tutelle. Oui, alors, donc ça veut dire que demain, il y aura ce mouvement. Il y aura une interpellation après, rectrice, homme politique, etc. Parce que si vous faites un mouvement d'une journée, puis après, on rentre vendredi, tout rentre dans l'ordre. Quelle va être la suite? C'est ça? Est-ce qu'il y aura une interpellation? J'ai lu votre communiqué. Bon, c'est vrai qu'il y a le conseil régional, général, les maires, etc. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Peut-être Mme Lewis. Déjà, on veut l'arrêt immédiat des suppressions de postes. Oui. Déjà, on veut que ça s'arrête. Des moyens à la hauteur des besoins réels des élèves et des enseignants. Et ensuite, un dialogue pour qu'on puisse voir comment on peut mettre en place cette restructuration autour de ces suppressions de postes. Parce qu'en fait, il faut que ça soit des personnes aguerris qui savent de quoi ils parlent. On ne peut pas dire que... quand on était au rectorat, on a échangé un peu avec la rectrice. On a dit, parce qu'elle a dit, on a moins d'élèves. On n'a pas beaucoup d'élèves, donc monter à 28, ce ne serait pas grave, etc. Donc on leur a proposé un échange de mise en situation. Et comme ça, ils comprendront la difficulté des professeurs à avoir une classe de 28 élèves ou de 30 élèves. Parce que cette année, on a fait le choc des savoirs. L'année dernière aussi, le choc des savoirs en maths, français, etc. Les collègues ont vite compris. Même les 3 niveaux, dans les 3 niveaux, il y a des sous-niveaux. Oui. Donc, cette difficulté est là. Donc, il faudrait qu'on soit autour d'une table pour discuter avec les acteurs qui sont vraiment dans la situation pour pouvoir expliquer que ces suppressions de postes ne sont pas légitimes. Parce qu'en fait, en vous écoutant tous ici, j'ai le sentiment que j'ai entendu ça de la part de M. Ségur, peut-être aussi de Jean Dernaud, que la dimension archipélagique de la Guadeloupe n'est pas prise en compte, en fait. Parce que même on prend la Réunion, la Martinique, la Guyane, ce ne sont pas des archipels, il n'y a que la Guadeloupe qui a cette dimension, et cette dimension, justement, entre guillemets, quand je dis entre guillemets, cause problème aussi. Et ce n'est pas pris en compte. Absolument, on a pu le voir pour les 7 très récemment d'ailleurs. Absolument, ça pose problème, et puis ça fausse aussi les moyennes, je l'ai dit tout à l'heure.
ça fausse les moyennes, puisqu'on a fatalement des classes avec des faibles effectifs sur ces îles, et même des fois sur les territoires. On a l'exemple aussi de Capesterre, comment s'appelle l'école encore, et qui pose le même problème, puisqu'il c'est Bel-Air, Capesterre, tout à fait, Bel-Air, Capesterre aussi, donc qui fausse forcément les moyennes, parce que dans le même temps, on a une augmentation des moyennes ailleurs, comme dans les collèges de Bémao, comme dans le collège de Gosier, par exemple. Et là, les moyennes, et on est persuadé que cette baisse ces suppressions de postes vont encore augmenter les moyennes dans les établissements, et en particulier nous faire revenir sur un acquis des revendications et de la mobilisation de 2020, où on avait acquis que c'était 24 en 6e. Là, on est à 25. Oui, c'est ça. 50% des collèges en des 6e au-delà de 25. 25. Alors, c'est prévu dans le contexte là avec Chris demain, enfin après-demain, enfin qu'est-ce qui est prévu après le mouvement? De toute façon, là, nous sommes déterminés, nous sommes en train de construire le rapport de force, et donc il faudra bien que Madame la rectrice nous donne des réponses. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que nous ne pourrons pas faire la rentrée scolaire dans de bonnes conditions avec les suppressions de postes annoncées. Je rappelle quand même juste une chose, 22 postes demandés par le ministère cette année dans le premier degré, 57 classes fermées. 63 postes demandés par le ministère cette année dans le second degré, 87 postes d'enseignants dans le second degré fermés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans les faits avec un surnombre de fermetures et de classes et de divisions et du nombre d'enseignants devant élèves. Et donc ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Et puis, encore une fois, nous rappelons à Madame la rectrice que nous sommes sur un constat que nous ne partageons pas. Donc, à un moment donné, soit effectivement, elle est en capacité de faire remonter les besoins exigés par les parents d'élèves et par les enseignants et par toute la communauté éducative, soit à ce moment-là, il faudrait, comme nous avons pu l'obtenir, rappelez-vous, en 2020, la venue d'un corps d'inspection générale qui avait acté le fait qu'effectivement nous étions sous-dotés en éducation prioritaire, 2, que la situation archipélagique n'avait pas été prise en compte, et que et ça avait permis d'ailleurs l'annulation des suppressions de postes en 2020. Oui, je me souviens de ça. Donc il faut bien comprendre une chose, demain c'est le début des négociations, mais ce n'est sûrement pas qu'un avertissement, nous sommes dans la construction d'un rapport de force qui va nous permettre d'obtenir des moyens pour pouvoir espérer à la rentrée d'avoir des moyens, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, plus vous avez des suppressions de postes, nous avons quasiment tous nos stagiaires qui sont en phase d'être titularisés, qui sont en train de partir en France. Mais oui, justement, j'allais venir sur cette question de mobilité dans l'autre sens. Et nous avons tous les collègues qui vont réussir au concours. Oui. Nous n'avons la garantie pour l'instant, selon les dires du secrétaire général, d'avoir que 60% d'entre eux qui pourraient faire leur année de stage en Guadeloupe. 40% d'entre eux vont partir quoi qu'il se passe. Et donc nécessairement, c'est cette jeunesse-là qui normalement devrait prendre le relais. C'est cette jeunesse-là qui aussi serait peut-être en capacité de faire des enfants. C'est cette jeunesse-là qui aurait peut-être avoir le plus de capacité d'être dans le rapport avec la jeunesse d'aujourd'hui, et c'est tout ça que nous perdons. Alors, je crois que c'est en 2020 ou 2021, il y avait une réunion avec les hommes politiques, c'était au Rézé, il y avait une réunion avec les syndicats et les députés à l'époque, même les sénateurs, députés, en tout cas, Serva était là, je me souviens. Est-ce que c'est prévu quelque chose comme ça encore pour booster un petit peu votre revendication? Alors, il y a une rencontre prévue demain, c'est ça? Demain soir. Il y a une rencontre prévue? À l'espace pas demain, vendredi à l'espace régional. C'est que je suis déjà. Oui, vendredi. Oui. C'est vendredi, c'est ça. Bien, messieurs, de toute façon, bon, dernier mot, puisque sur 56, je tenais quand même à faire cette petite fenêtre pour vous donner la parole à l'avenir. Moi, surtout pour que les parents comprennent qu'ils n'ont pas fait une grève pour faire une grève, ils ont fait une grève parce qu'il y a un problème. Alors, un dernier mot, on fait un dernier petit tour de table rapidement, monsieur Noël. Alors, moi, ce que je dirais aux parents, c'est que la situation, elle est grave. Il faut vraiment qu'ils se mobilisent. Quand il y aura dit en créole, il ne faut pas nous compter en les uns les autres pour dormir. Il y a toute une partie de notre jeunesse qui est en déshérence.
Et pour beaucoup d'entre eux, il y en a qui ont été en échec scolaire. Ouais. Donc si on arrive à renverser la tendance, on arrivera à mettre un peu de paix et un peu de sérénité dans cette société. Mais pour cela, il faut se mobiliser. Donc les parents, vous êtes attendus demain, que ce soit devant vos établissements scolaires, à 7h ou à 9h, à partir de 9h devant le rectorat. Jean? Oui, il m'a demandé tout le monde Guadeloupe, enseignants, parents, élèves, personnel technique, administratif, ramandé tout mobilisé, même si yo pas ni timon l'école, c'est avenir à pays là qui en j'ai, avenir à jeunesse en nous. Alors demain, bon nous en force et mobiliser massivement. Madame Lewis? Donc moi c'est plus pour les collègues. Donc c'est vrai que certains seront pris avec les examens. Demain il y a des examens. Donc c'est bien pour faire comprendre que nous ne bloquons pas les centres d'examen. Donc nous sommes conscients de cette partie. Par contre, nous demandons aux collègues de se réunir d'abord devant l'établissement et de venir nous rejoindre devant le rectorat pour donner plus d'ampleur à cette demande qui les concerne directement pour leur santé mentale. Ben, l'échec scolaire n'est pas une fatalité. Hein. Nous avons une jeunesse qui est pleine de ressources. Maintenant, il faut qu'on soit à côté d'elle et qu'on puisse lui permettre de réussir. Je rappelle que sur les 5 dernières années, nous avons perdu 455 postes. 455 postes. Je pense que les 89 cette année sont de trop. Il faut absolument qu'on trouve les voies et moyens pour faire de l'école en Guadeloupe une école émancipatrice. Bien, messieurs et dames, merci de votre venue. En cas supposé que tout le monde, nous autres, les Guadeloupéens étaient à l'écoute. 13h58, je rappelle, depuis le début, on a reçu Émile Garçon, président de l'association Cadina, pour une manifestation qui se fait vendredi avec M. Jean Flower sur la faune et la flore guadeloupéenne, savoir qui j'en fais pour y pas disparaître. Joël Damas est venu avec Christelle Pinault et Gladys Gillot, ce sont des autrices qui sont en train de préparer des ouvrages. Et puis on a fait cette petite fenêtre ouverte pour les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves, Marius Noël de la FAPEG, Edith Ségur du FSU, Justine Lewis de l'UNSA Éducation et Jean Dernaud de SPEC. Merci. Il est exactement 13h59. Nous, à bout, on se retrouve demain. Et puis nous parler de mouvement là, puisque on espère que tout le bien qui passe bien. Et puis on continue à suivre le dossier. Merci en tout cas d'être venu. Voilà. Merci. Allez, bye bye. À demain. Bonne force pour vous autres dans le mouvement. Merci. Merci.